Bonjour, vous êtes essayiste, entrepreneur et je rappelle fondateur de Géostratégie Magazine. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand Bruno Le Maire nous dit, mais écoutez, moi en 7 ans j'ai toujours dit la vérité, la transparence, vous me connaissez, etc. Et puis on entend ce qui s'est passé. Alors dites-nous, c'est quoi cette histoire? C'est une opération prestigitation? C'est le lapin qu'on dissimule? C'est quoi? Bon, vous remarquerez en tout cas que Marc Fiorentino, il va beaucoup plus fort que moi, puisqu'il parle d'une bande de tocards. Moi, j'ai... c'est bien, vous êtes poli, vous êtes poli, c'est voilà. Bien. Mais j'ai beau être poli, j'ai été qualifié de perroquet du Sénat, justement, par Bruno Le Maire, lors d'une émission en direct sur TV5 Monde, lorsque je lui avais rapporté les accusations, parce qu'effectivement, c'était des accusations, mais qu'en tant que journaliste, je trouvais fondées, qui étaient exprimées à l'endroit de Bruno Le Maire. Donc, on disait à Monsieur Le Maire, effectivement, vous aviez une note du Trésor, qui, selon la loi organique, devait être communiquée, devait être rendue publique. Et elle ne l'a pas été, Tom Benoît, elle ne l'a pas été. Elle ne l'a pas été. Ouais. Et lorsque j'ai évoqué le sujet avec Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie et des finances m'a dit « je ne l'ai pas communiqué parce qu'il n'était pas, je me souviens pas exactement de ces mots, mais d'usage ou de bon augure d'affoler la population. Et il fallait absolument que les choses soient calmes. J'ai dit que le retour au déficit interviendrait. Bon, par la force des choses, on s'aperçoit qu'il n'interviendra pas et qu'il y aura même un déficit beaucoup plus profond. Mais la grande problématique aujourd'hui, c'est l'aveuglement des dirigeants actuels. Bruno Le Maire, j'ai envie de dire, c'est fini. On sait ce que vaut la parole de Bruno Le Maire. J'ai jamais accordé beaucoup de sympathie pas personnellement, mais aux déclarations publiques de Bruno Le Maire. Mais aujourd'hui, j'entends un Premier ministre dont le régime est présenté, même par de grands médias comme Le Monde, par exemple, la semaine passée, comme étant ultra sec. Le régime public, des dépenses publiques de Monsieur Barnier, ultra sec. Mais on va s'endetter à hauteur de plus de 300 milliards sur les marchés. Ça veut dire que vous avez un endettement qui dépasse l'endettement de l'année passée. Et depuis 2020, depuis la période Covid, vous avez un budget qui est alimenté davantage par l'endettement de l'État que par les recettes fiscales. À partir de là, vous avez une problématique de budget. Ça veut dire que vous avez une problématique systémique. Et n'ayons pas peur de dire les choses par ailleurs. La grande problématique, c'est qu'on est en train d'assister à ce qu'on pourrait qualifier a posteriori, peut-être, je sais pas, comme d'une ère de corruption obligataire, mondialisée et immense. Vous parlez de corruption, dis donc, c'est grave ça, quand même. Totalement. Ben, vous savez, lorsque vous avez des agences France Trésor qui émettent de la dette au nom des citoyens qui avaient dit « nous ne voulons pas d'un État fédéral européen », mais que vous l'avez malgré tout, et que vous avez cet État fédéral européen qui vous dit qu'il va falloir mobiliser l'épargne privée pour rembourser la dette à terme, et que simultanément vous avez le fondateur, dirigeant de BlackRock, qui est reçu dans l'ombre à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. BlackRock, qui détient une partie considérable, hein, pas majoritaire, mais une de la dette française de la France. Ouais. Oui, j'appelle ça de la corruption, absolument. J'appelle ça de la corruption obligataire. C'est le cas. Mais alors, comment c'est cette histoire des 60 millions, des 100 millions? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? On fait tout ça en douce et puis on n'en parle pas et on pense que ça va passer crème? C'est ça le schéma? Comme je vous le disais précédemment, c'est que le problème, c'est que on peut faire des dépenses. On peut faire des réductions de dépenses, mais tout dépend de la géométrie. Ce sont les marchés qui ont pris le contrôle aujourd'hui des finances des États. Et au regard des marchés, les réductions de dépenses doivent être faites sur les retraites ou plus globalement sur les dépenses sociales. Mais pas sur une autre catégorie de dépenses qui correspond beaucoup plus, comme je le disais précédemment, on va euphémiser, on va pas parler de corruption, mais à de l'entre-soi. Ça veut dire que lorsque vous avez par exemple 1,4 milliard assez récemment qui est investi pour nettoyer la Seine. Bon, c'est de la dépense publique. Si on crie au scandale à ce sujet, on va allègrement être qualifié de complotiste qui sous-entendrait qu'il y a peut-être un peu de copinage au sein de la mairie de Paris et des sociétés de conseil. Comment peut-on évoquer cette chose? Pas possible. Voilà, on pourrait se poser quelques questions. Parce que je vais vous dire très clairement, vous regardez par exemple l'impôt sur la fortune, qui a été remplacé ensuite par l'impôt sur la fortune immobilière. Allez, c'est combien de recettes? Quelques milliards? 2, 3, 4 milliards. L'impôt sur la fortune immobilière, ça doit être en ce moment
2,3 milliards, 2,4 milliards. Ça veut dire que pour nettoyer la Seine, vous avez finalement 70% de l'imposition sur la fortune immobilière de tous les Français qui y sont assujettis. Donc ceux qui ont un patrimoine qui dépasse 1 300 000 euros de patrimoine immobilier, hein, pas de patrimoine liquide. Et donc à partir de là, évidemment que vous avez un petit problème de géométrie. Et on voit bien que par rapport à tous les canaux, tous les canons, tous les codes des agences de notation, Fitch a d'ailleurs rendu son verdict semestriel assez récemment sur la dette de la France et n'a pas dégradé la dette de la France. C'est-à-dire que la dette de la France est toujours notée 17 sur 20, mais avec une perspective négative. Si vous voulez affoler les marchés aujourd'hui et affoler les agences de notation, il faut pas qu'il y ait des problèmes de budget, il faut pas qu'il y ait des problèmes de surendettement, parce que le surendettement, il est évident, et l'explosion de l'endettement, il est évident. Il faut que vous ayez, par exemple, une population qui se lève en disant « Non, on n'accepte plus l'euro, on va sortir de l'euro ». Là, vous avez une note qui est immédiatement abaissée par Fitch, Standard & Poor's et Moody's, toutes les agences. Si vous avez également un gouvernement qui dit nous n'augmenterons pas l'âge de départ à la retraite et nous n'abaisserons pas nous ne toucherons pas aux retraites. Là aussi, vous avez des agences de notation de la note. Voilà, qui vont abaisser la note de la France. Alors, où va-t-on? On va en parler. On va continuer à en parler avec Tom Benoît après cette petite pause. À tout de suite. Et vous voulez réagir ou poser une question? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Berkov dans tous ses états revient tout de suite. Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Tom Benoît, essayiste, entrepreneur et fondateur de Géostratégie Magazine. Et nous parlions effectivement du dérapage du budget. C'est pas nouveau, ce dérapage du budget. Il faut pas l'attribuer qu'au gouvernement de Macron ou à Bruno Le Maire. Mais enfin, là, ce n'est plus des dérapages, dites-moi, Tom Benoît. C'est du toboggan. Et ce toboggan-là, effectivement, c'est corrigé quand même. Je voulais vous dire simplement une petite information. Moi, je suis content de savoir que pendant qu'il y a ces problèmes, pendant l'endettement, eh bien, le budget de l'Élysée a augmenté de plus de 3 millions d'euros après une hausse de 12 millions d'euros en 2024. Budget de l'Élysée, budget de l'Assemblée nationale augmente de 10 millions d'euros et le Sénat de plus de 6 millions d'euros. Et oui, c'est l'inflation, vous comprenez. Alors, de quoi se plaint-on? Franchement, tout va pour le mieux dans la meilleure des France. Oui, absolument. Mais vous savez, il y a une priorité, j'en ai parlé régulièrement, c'est de constituer une commission réellement de personnes bien intentionnées qui s'attardent sur les réelles dépenses nécessaires de l'État. J'en parlais à Ségolène Royal, qui a quelques idées par ailleurs, hein, je partage pas la teneur des propos, et je lui dis, mais madame l'ancienne ministre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait pas constituer une commission pour... Et Ségolène Royal me rétorque, c'était sur un plateau de télévision, non, il y a suffisamment de commissions, il y a déjà... Et au bout de quelques minutes, quelques secondes même, la même Ségolène Royal me dit, mais donc il faut constituer une commission. Donc tout le monde s'accorde sur le fait de se dire qu'il faut réellement mettre les choses au clair et prendre les budgets... Pour les dépenses de l'État, oui. Il y a des choses, voilà, qui sont réellement à supprimer. Mais moi, où je voudrais alerter aujourd'hui, c'est que la grande problématique, c'est que on est sous cocon, évidemment, de Bruxelles, de la Commission européenne, qui est en train de nous dire d'une façon très insidieuse, c'est pas bien, vous dérapez, on vous met sous commission, sous alerte de déficit excessif, on devrait vous faire payer une amende, mais on ne vous la fait pas vraiment payer, enfin c'est flou, c'est pas décidé, on ne sait pas exactement d'ailleurs à quel moment c'est décidé, parce que s'il y a une procédure de déficit excessif, comme c'était arrivé pour la Roumanie, pour la Grèce... On paye 1 milliard et quelques, je crois, d'amende. Enfin, c'est un peu ça. Pourquoi est-ce qu'on ne la paye pas? Pourquoi est-ce que cette Commission européenne qui aime tant l'argent, si je puis dire, ne fait pas payer? Et pourquoi? Alors pourquoi, Tom Benoît? Parce qu'elle a beaucoup plus à gagner en prenant le contrôle sur la levée de l'imposition et de la taxation durant les temps à venir, notamment sur les taxations douanières, par exemple, puisque c'est en vogue, et à ponctionner, ou on va dire directement pomper l'industrie des États-nations européens d'une façon plus durable, plus directe, et amorcer une pompe, voilà, qui alimentera avec beaucoup plus de liquidité cette commission. La Commission européenne a pour idée depuis quelques mois de mettre l'accent sur l'union douanière et de
taxer davantage le carbone, parce que ça c'est le masque idéal, c'est le prétexte idéal. Lorsque vous arrivez en disant bon bah, c'est pour la planète, le carbone c'est mal, tout va bien. Nous allons l'hyper taxer, les États ne peuvent pas le faire, ils ont déjà suffisamment de problèmes avec leur déficit, ils n'arrivent plus à gérer quoi que ce soit. Nous allons nous en occuper, nous Commission européenne. Et c'est dans les tuyaux, c'est tout à fait officiel. Là je dénonce aucune théorie dissidente ou alternative. Vous tapez ça sur Internet et vous trouverez tous les plans de la Commission européenne. Ils les déclarent, ils rendent des rapports d'ailleurs, alors en anglais assez régulièrement, pour éviter que tout le monde comprenne, que toutes les populations comprennent, mais ce à quoi on assiste, c'est une délocalisation de la levée de l'imposition. Et par rapport au budget général, on s'en est aperçu. Il y a quelques années, vous aviez plus d'argent qui provenait des recettes des collectivités, par exemple. Ouais. Et vous aviez un Emmanuel Macron qui vous disait sur la taxe d'habitation, dans des discours grandiloquents, avec de grands sourires, je trouve que c'est un impôt injuste, la taxe d'habitation. Ouais. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, je peux être d'accord avec lui. Mais par contre, s'il trouve que l'augmentation de la taxe foncière payée par les mêmes personnes qui étaient précédemment assujetties à la taxe d'habitation est plus juste que l'argent qui serait parti dans la taxe d'habitation, là je vois pas réellement la définition de la justice. En fait, vous voulez dire que tout l'idée, si je vous ai bien compris, tout se passe comme si, en fait, tout ce qu'on a à payer devrait remonter à la Commission européenne qui déciderait, enfin qui aurait un peu la manne céleste de tous ces pays européens. Absolument, vous savez le mot juste, la manne céleste et le verbe juste, ça passe par l'abandon justement de la capacité des collectivités et des territoires à lever de l'imposition. Ouais. On transfère ça tout d'abord à échelle nationale et finalement, étant donné que vous savez qu'il y a beaucoup plus de proximité entre l'Assemblée nationale par exemple et les bureaux des ministères, des ministres et la Commission européenne que les petits bureaux d'élus, les maires et les collectivités territoriales, l'État passe la main à la Commission européenne et délègue. J'entendais il y a quelques jours un ministre un politique allemand déclarait qu'il y avait énormément d'épargne en Allemagne et que si on ponctionnait directement tout simplement 10% de cette épargne, bien nous allons trouvé une solution. Et ça c'est la petite musique qu'on voit, qu'on entend un peu partout de tous les pays européens. Donc, ponctionnons. Il y a de l'argent dans les bas de laine, il y a de l'argent dans les patrimoines, il y a de l'argent dans la classe moyenne. Allons-y. Servons-nous. Je vais même vous dire une chose très très claire qui est pas mesure de prédiction. Vous avez une principauté, pas une république, une principauté monégasque, Monaco, qui est sous protectorat français en quelque sorte, et qui bénéficie encore d'énormes avantages, notamment sur la rétrocession de la TVA, les accords du général de Gaulle durant les années 60 qui avaient été décidés. Et il y a énormément d'épargne, comme vous le savez, à Monaco. Bien sûr. Peu de PIB, mais beaucoup d'épargne. Mais beaucoup d'épargne, c'est clair. Je me trouve à Monaco en ce moment et j'étais dans un restaurant il y a 2 jours avec une amie et je croise un investisseur que je connais bien qui voulait devenir monégasque. Et je l'avais pas vu depuis quelque temps et je lui demande alors où est-ce que tu en es par rapport à ta demande en ce moment pour essayer de devenir monégasque. Je ne pas de nom naturellement. Il me dit mais j'ai abandonné. Je suis aux Émirats Arabes Unis maintenant. Et des gens comme ça, j'en vois de plus en plus. Pourquoi ? Parce que si vous avez de l'argent et que vous savez que vous êtes dépendant de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, et que vous êtes sous proximité protection française, vous vous dites non, mais je vais certainement pas loger mon argent à Monaco. Je pars, il faut que je sois en dehors. Donc à la rigueur la Suisse ou encore mieux les Émirats Arabes Unis et autres. Et je ne parle pas d'imposition en plus. Merci Tom Benoît. En France, la question du déficit budgétaire est devenue un sujet central, surtout face à l'accroissement des dépenses publiques. Tom Benoît, essayiste, entrepreneur et fondateur de Géostratégie Magazine, met en lumière les conséquences pour les citoyens. En effet, lorsque le déficit dérape, c'est-à-dire lorsque les dépenses de l'État dépassent largement ses recettes, cela entraîne des répercussions économiques et sociales qui se répercutent sur l'ensemble de la population. Pour comprendre l'impact de cette situation, il est crucial de revenir aux fondamentaux de l'économie budgétaire et le déficit survient lorsque l'État dépense plus qu'il ne collecte en impôts et taxes. En période de crise, cette approche est souvent justifiée pour stimuler l'économie. Mais quand ce déséquilibre devient structurel, il pose problème.
En effet, un déficit permanent alourdit la dette publique, ce qui oblige l'État à emprunter davantage. Or, les emprunts ne sont pas sans conséquences, puisqu'ils engendrent des intérêts qui eux-mêmes alourdissent les charges de l'État. Cette situation crée un cercle vicieux où la dette entraîne plus de dettes. Pour les citoyens, ce dérapage du déficit signifie souvent des hausses d'impôts comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Le gouvernement, pour compenser le manque, a gagné tendance à augmenter la pression fiscale qui touche directement le pouvoir d'achat des Français. Tombewa souligne également que l'impact indirect de ce déficit est la confiance des investisseurs lorsque la dette publique d'un pays explose. Les